Bonjour, bonjour, c'est Kay Tarot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. On va aller voir quelles sont les pensées secrètes de cette personne pour vous. Alors, pour vous aider à choisir, j'ai pris des illustrations de châteaux. Alors, elles sont pas vraiment distinctives les unes des autres, donc je vous ai rajouté des pierres en plus. On a en premier un château avec un escalier, des roses rouges, c'est plutôt dans le rouge, donc j'ai pris une pierre un peu rouge. Ici, le château est plus loin en arrière-plan avec des grosses roses roses. J'ai pris une pierre violette et ici on a surtout une tour et donc j'ai pris une pierre blanche. Vous prenez le tas qui vous appelle le plus, donc soit en fonction des illustrations, soit en fonction des pierres, comme vous voulez. Et puis s'il y en a plusieurs, eh bien vous pouvez aller les voir, ça pourra peut-être concerner différentes personnes. Je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas avec la pierre rouge. On va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, ou encore sur Facebook et Instagram. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Ok. Alors, pour moi, on parle d'une relation où vous n'êtes plus aussi proches l'un de l'autre, voire en séparation complète, potentiellement en rupture. Par contre, j'ai l'impression qu'à la base, c'est plutôt l'autre qui a souhaité la séparation, la rupture, la distance, peu importe. Et que là, on est dans le moment où cette personne regrette. Donc, soit vous avez dû vous séparer pour X ou Y raison et cette personne regrette par exemple de ne pas s'être battue pour récupérer la relation ou d'avoir essayé, soit il ou elle est parti et aujourd'hui c'est compliqué à vivre alors que vous avez glow up entre guillemets, hein. Vous avez réussi à en faire une force. Ça n'a pas été simple, hein. Clairement, vous avez souffert. Vous avez souffert plus intensément, beaucoup plus violemment que cette personne, parce que la séparation pour vous a été très brutale à vivre. Mais vous avez affronté cette séparation, vous avez fait le deuil. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes insensible, loin de là. Pour moi, cette personne, vous avez encore énormément de tendresse pour elle, beaucoup d'affection, peut-être même encore de l'amour. Et je le ressens fort, ce soutien pour vous. Vous avez envie que cette personne... J'ai l'impression que vous êtes conscient ou consciente que cette personne elle a des difficultés. Soit dans sa vie personnelle, soit au niveau de ses blocages, de niveau plus psychologique, on va dire, ou de ses blessures. Que cette personne, clairement, elle a tout fait pour éviter le deuil. Mais là, on est dedans. On a essayé d'éviter, on a essayé de retarder, on a essayé de nier, on a peut-être été dans le marchandage, on a peut-être été dans le déni, on a peut-être été dans la colère, mais on n'a jamais réussi à aller au bout du deuil de cette séparation parce qu'on l'a soigneusement évité, parce que c'est dur. Donc, soit on se ment à soi-même, on se dit c'est mieux comme ça, soit on se dit oui, de toute façon, ça peut être même pas conscientisé où on essaie de vous remplacer, hein, c'est possible aussi. Mais aujourd'hui, enfin au moment où vous regarderez cette guidance, ça tape.
On n'arrive plus à se mentir à soi-même, on n'arrive plus à faire semblant, on n'arrive plus à vous chasser non plus de nos pensées. Moi, j'ai beaucoup de ça. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, quand vous arriviez dans les pensées de cette personne, on avait tendance à soit vous chasser, c'est-à-dire dire j'ai pas envie de penser à ça, ou faire un argumentaire un peu c'est mieux comme ça, etc. Soit on avait tendance à se convaincre vraiment j'ai pris la bonne décision, de toute façon, il ou elle me manque pas tant que ça, c'est mieux comme ça, je me sens plus libre, je me sens moins peut-être torturée, moins oppressée, peu importe, hein, n'importe quel argumentaire qui va dans ce sens, heu, pour se convaincre quelque part que l'on n'avait rien perdu, ou du moins perdu quelque chose de pas si important que ça. Et aujourd'hui, là, c'est compliqué, on n'arrive plus à faire semblant. C'est que quand vous arrivez dans notre tête, on a de la souffrance. On a vraiment l'énergie du deuil, on a de la tristesse, on a le manque, on a l'absence. On a des choses qui sont très difficiles à vivre et que cette fois, on ne peut plus mettre de côté ou ignorer. Vous, il y a un léger encore peut-être syndrome du sauveur, dans le sens où vous avez fait votre deuil par la force des choses, ça vous a apporté énormément de force, énormément d'évolution personnelle. J'ai l'impression qu'indirectement, vous avez travaillé sur vos blessures, sur vos failles. Ça peut être la peur de l'abandon, ça peut être la dépendance affective, ça peut être le besoin de contrôle, ça peut être la servitude, le sacrifice. Vous avez énormément avancé et aujourd'hui, vous êtes solide. Vous êtes solide sur les appuis, mais je pense que vous captez encore un peu cette personne. Alors peut-être au niveau subtil, ou alors juste c'est moins conscientisé que c'est du subtil et que c'est de l'intuition. Peut-être que vous imaginez, vous dites, oh, avec son comportement ou ses blessures, il ou elle doit être malheureux ou malheureuse, des choses comme ça. Et vous avez... La différence, c'est qu'aujourd'hui, vous n'avez peut-être plus trop envie de sauver cette personne parce que vous avez compris que vous ne pouviez pas. Alors c'est pas parce que... vous avez compris que c'était pas votre rôle. Vous l'avez peut-être compris, mais c'est surtout que vous avez compris que vous ne pouviez pas. Donc vous avez un petit peu give up là-dessus. Mais je ressens beaucoup de tendresse et beaucoup de... comme si vous envoyiez régulièrement des pensées à cette personne pour dire « Je t'envoie tout mon amour, je t'envoie tout mon soutien. J'ai envie que tu y arrives, j'ai envie que tu ailles mieux, j'ai envie que tu réussisses. » Et il y a quelque chose d'assez désintéressé parce que dans les pensées que vous envoyez vous, c'est pas j'ai envie que tu reviennes, j'ai envie que tu guérisses pour revenir. Bon, ce serait la cerise sur le gâteau, mais c'est plutôt vraiment désintéressé. C'est je souhaite ton bonheur, sincèrement, parce que je tiens à toi, parce que quelque part, pour moi, tu le mérites. Et il y a quelque chose de très très doux chez vous. Et cette personne, bon, elle est dans le mal. Hein, voilà. Ok. Alors, on va aller voir. Du coup... les pensées secrètes, mais bien pour le coup bien secrètes parce que je pense pas que vous ayez encore beaucoup de communication avec cette personne. Alors vous pouvez, hein, pour certains d'entre vous, on parle de vous n'avez pas de nouvelles depuis 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans. Pour d'autres, vous avez des messages de temps en temps. Le point commun étant qu'il y a quand même une vraie séparation brutale dans la matière. Mais la séparation peut ne pas être extrême où vous avez plus du tout de contact. Ah, vous voyez, il y a une reconnexion là au subtil. On sait. On sait quelque part. Et là, moi, j'ai une notion de... c'est comme si l'âme voulait se faire entendre. C'est ce que j'entends, moi. Bien sûr qu'il y a une notion peut-être de l'esprit qui est dans la matière, qui pense à vous, qui pense secrètement à vous, c'est-à-dire qu'on n'a pas spécialement envie de vous faire part de ce genre d'état d'âme, on n'a pas forcément envie de vous recontacter, hein, sachez-le, ou de relancer quelque chose, mais la grande prêtresse ou la papesse, elle va parler de la connexion monde subtil. Et moi, j'ai l'impression que cette personne est en train, de faire lentement
le lien entre ce qu'il ou elle ressent au niveau peut-être de l'âme du monde subtil et ce qu'il ou elle ressent dans la matière. C'est-à-dire que pour moi, l'âme, elle sait. L'âme, elle pense à vous. L'âme, elle a envie de peut-être de reconnecter, elle a compris qu'il y avait quelque chose, mais jusqu'à maintenant, c'est peut-être pas très clair ce que je raconte parce qu'il y a 2 niveaux de lecture, mais la personne à qui vous pensez, dans son incarnation, on va dire, elle fait tout pour fuir ce lien ou pour ne pas le reconnaître ou pour le minimiser, parce que effectivement, ce serait accepter de vous avoir perdu et d'avoir perdu quelque chose de profondément important. Sauf que c'est comme si l'âme, à force de crier et de dire « Écoute, ça suffit tes conneries, essaye d'écouter ce que j'ai à te dire », on a de plus en plus de mal à être dans le déni et malgré nous, parce que sachez que c'est pas quelque chose que cette personne veut, hein, se confronter au deuil et à la souffrance. En même temps, personne n'aime spécialement ça. Cette personne, aujourd'hui, c'est comme si elle ne pouvait plus ignorer. Il y a une citation qui dit « Si tu ignores les chuchotements de l'intuition, de ton corps ou de ton cœur, tu seras obligé d'entendre les cris. » Et là, c'est ce que je ressens. On a ignoré les chuchotements et aujourd'hui, on est obligé d'entendre les cris. Et c'est pour ça qu'on a cette énergie qui est très dure. C'est-à-dire que, voilà, à force d'ignorer, de mettre de côté, eh ben, quand on est obligé d'y faire face, forcément, ça fait très mal. Donc, j'ai une personne qui est un petit peu... Moi, j'ai ce sentiment... Vous savez, quand on dit j'ai l'impression d'être schizophrène, j'ai l'impression d'avoir 2 parties de moi qui se scindent ou qui vont dans 2 directions, bah là c'est un peu ça, il y a la partie qui résiste, qui s'accroche à ses croyances, à ses convictions, à son ego, à plein de choses comme ça, et il y a l'autre part qui elle, là, elle essaie de contrebalancer, de dire non, regarde, le subtil, il est là, les pensées, tu peux pas les ignorer, cette personne, elle est importante pour toi, ce lien, il est important pour toi, il faut que tu y fasses face. Donc, c'est compliqué. On pense énormément à vous en ce moment, mais on pense à vous de manière... C'est pas positif dans les énergies. Alors, c'est positif dans le processus, sur le long terme, au niveau de l'avancement, de l'éveil, etc. Par contre, c'est pas des pensées qui sont agréables parce qu'on le vit comme quelque chose d'oppressant, comme une intrusion, comme quelque chose qu'on ne veut pas affronter et qui s'obstine à revenir devant notre porte ou revenir dans notre tête. J'ai l'image d'un fantôme qui hante l'esprit et qui n'en sort pas. Donc, on a beau, vous imaginez que votre esprit c'est une maison, on a beau essayer de changer de pièce pour pas voir votre fantôme, bah, à un moment vous venez tout le temps vous planter sous notre nez. Donc c'est fatigant, il y a de la colère, pas contre vous directement, mais contre notre incapacité à arrêter, à ne pas réussir à arrêter de penser à vous, contre notre incapacité à ne pas maîtriser notre émotionnel et notamment notre douleur, notre souffrance. Alors, vous voyez, on est dans ce conflit intérieur avec ce 5 de bâton. Hein. On est vraiment très divisé. C'est-à-dire que oui, de temps en temps, peut-être quand on baisse les armes parce qu'on est fatigué, il y a de la douceur quand même qui ressort par rapport à vous, de la nostalgie et de la tristesse. Parce qu'on est dans les étapes plutôt vers la fin du deuil dans ces cas-là. Mais il y a aussi de la colère, parce qu'on se sent frustré, on se sent impuissant, on a l'impression qu'on est obligé d'affronter ça, alors qu'encore une fois, on n'a pas envie. Et c'est très conflictuel, hein, les pensées qu'on a pour vous. On a l'impression d'avoir perdu... Alors, là, on va être dans le très très doux. On a l'impression d'avoir perdu potentiellement la femme de notre vie ou l'homme de notre vie, à savoir vous. On a l'impression... Et ce qui est marrant, c'est que je ressens pas de... Comment dire? Il y a une certaine résignation par rapport à ça, c'est... J'ai perdu la chance de ma vie, mais quelque part, de toute façon, ce n'était pas pour moi. Moi, j'entends, je n'étais pas à la hauteur. Donc, il y a quand même un problème au niveau de l'estime de soi. Alors après, c'est peut-être aussi une manière encore une fois, d'esquiver le deuil.
de se dire, ouais, bah, de toute façon, je méritais pas. Donc, j'ai rien perdu, puisque je n'aurais jamais dû y avoir accès. C'est encore une esquive, quelque part, hein, de cette souffrance, de la perte. Mais on a cette conviction quand même que quelque part, vous êtes au-delà de ce que l'on aurait pu espérer, au-delà de ce que l'on aurait pu souhaiter. Et quelque part, je sais pas, moi je ressens en arrière-plan cette espèce de conviction de toute façon, j'y avais pas le droit. De toute façon, c'était trop bien pour moi. Je ne méritais pas. Alors ça va être plus ou moins conscientisé, hein, selon les personnes. Il y a des personnes pour qui c'est très 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 fort de vraiment un manque d'estime de soi, il ou elle mérite mieux que moi parce que il ou elle est parfait à mes yeux ou parfaite. Et donc, bah, quelque part, je ne suis pas à la hauteur et c'est pas avec moi que il ou elle pourra être heureux. Pour d'autres, ça va être plutôt une sorte de peur de se battre. Parce que quelque part, être avec vous ou accepter le lien, c'est faire face à des choses qui sont compliquées. Ça peut être faire face à des réalités matérielles. Ça peut être faire face à des changements dans son comportement, à accepter peut-être qu'on a des problèmes qui nous handicapent dans la vie, qu'on a des blessures, se remettre en question. Et pour certains d'entre vous, la remise en question, elle est très très compliquée parce que effectivement, on manque d'estime de soi. Et quand on manque d'estime de soi, il y a deux extrêmes. Soit on doute en permanence, et là on va être dans le premier cas que j'ai expliqué, c'est-à-dire de vraiment on s'estime pas à la hauteur et c'est mieux pour vous. Soit on va être dans des personnes qui peuvent se braquer très très vite par rapport à la critique, parce qu'ils associent ça au rejet. Dans tous les cas, on est sur une blessure du rejet assez importante. Et il y a des personnes qui ont très très peu confiance en elles et qui vont passer pour des gens prétentieux ou prétentieuses parce que ils ont toujours raison. C'est un système de défense, c'est que quand ils n'ont pas raison, ces personnes-là, quand ils reconnaissent qu'ils ont tort, et dans ce cas c'est très compliqué, c'est dans leur tête un raccourci de « si j'ai tort, je suis une merde ». En gros, hein. Si j'ai tort, je ne vaux rien. Je suis nulle. Je suis le ou la dernière. Je suis le plus idiot ou la plus idiote. Et pour certains d'entre vous, ça va être ça. Ça va être plutôt je refuse de reconnaître que j'ai fait une erreur. Je refuse de changer mes comportements. Donc, je sais pas si c'est une personne, par exemple, qui a une phobie de l'engagement, qui ne veut pas prendre des dispositions, je sais pas, dans sa vie pour amener du changement, pour être avec vous, parce que ça voudrait dire qu'il ou elle s'est trompé. Donc, ça voudrait dire que il ou elle ne vaut rien. Voilà. Ça peut être l'un ou l'autre. Hein. Ok. Là, j'ai une sorte de... J'ai pas l'expression, j'ai l'énergie, mais j'ai pas l'expression, un peu le je m'en lave les mains, vous voyez. Mais pas dans le sens déterminé de ça me regarde pas, on s'en fout. Plutôt un peu je lâche les rênes et advienne que pourra. C'est-à-dire que moi, je maîtrise plus rien. Je suis pas du tout capable aujourd'hui de prendre des décisions, de mettre des choses en place, de faire des actions. Donc là, je la sens, je vais pas dire dans la paresse, mais c'est un petit peu, je lâche le volant de la bagnole et puis Inch'Allah, ça m'emmène là où j'ai envie d'aller. Hein. On verra. Voilà. C'est un peu, ouais, je lâche tout et je me dis que les choses rentreront dans l'ordre toutes seules, d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire soit eh ben, je sais pas, sur un miracle, si les étoiles s'alignent, peut-être que ça refonctionnera. Soit, eh ben, si ça fonctionne pas, eh ben, avec le temps, de toute façon, ça finira par me passer et je pourrai retourner dans mon déni. Mais il y a vraiment un truc je n'ai surtout pas envie de m'impliquer, de prendre des mesures, de faire des actions. Pourquoi? Parce que je ne sais pas quoi faire de toute façon. Donc, voilà. Ça se débrouille tout seul et puis on verra comment ça évolue. Le lien manque, hein, par contre. C'est ce que je vous disais, c'est qu'il y a des pensées pour vous qui sont vraiment très diverses, très...
je vais pas dire contradictoires, mais hétéroclites, qui sont très différentes les unes des autres. On va avoir de la peur, on va avoir de la tristesse, on va avoir de la tendresse, on va avoir de l'amour, on va avoir de la colère parfois. Et là, ça va plutôt être désir, intensité, magnétisme, le lien. Vous voyez, cette espèce de sensation que quoi qu'il arrive, ouais, on a envie que vous sortiez de notre tête, on a envie de pas y penser, mais il y a une certaine fatalité là-dedans qu'on retrouve aussi dans ce set de denier, hein, on laisse faire les choses. Et dans ce 8 de bâton, moi je ressens de toute façon, j'ai l'impression que je pourrais jamais l'oublier, quoi qu'il arrive. Ça me manque, oui, ça me travaille et le lien, que je veuille ou pas, je le sens encore de toute façon. Et quelque part, il partira pas. Il partira pas comme ça. Voilà. Et là, on a la tendresse et l'affection, on va dire à l'état brut, beaucoup plus douce. On a des sentiments... Là, vous voyez, pour moi, c'est plus l'âme qui s'exprime. Là, c'est plus la personne avec toutes ces contradictions, cette dualité, cette espèce de oui, mais c'est trop bien pour moi, ou oui, je mérite pas, ou oui, j'accepte pas de dire que je me suis trompée. Je lutte contre cette connexion, ces pensées que j'ai. Je préfère ne rien faire et attendre de voir ce qui va se passer parce que je n'ai pas, j'ai peur de prendre une décision quelle qu'elle soit. Et là, vous voyez, moi, c'est plus le sentiment brut, avant qu'il passe à travers tous les méandres là du système nerveux, de l'esprit qui complexifie, qui a peur, qui machin. Bah, qu'est-ce qu'il y a à la base? C'est de l'amour, et de l'amour pur, de l'amour doux aussi, hein. Il y a énormément de tendresse, d'affection pour vous. On est à la limite de l'amour inconditionnel, hein. Le page de couple, c'est un amour qui est naïf, à l'image de l'amour inconditionnel, c'est à l'image d'un enfant. Quand un enfant, il aime, qu'il aime ses parents, par exemple, il n'y a pas de condition. Vous voyez, c'est quelque chose de très très doux, et pour moi, c'est plus l'âme là qu'on canalise, parce qu'elle, elle est déchargée de tout ça, et c'est ça qui titille énormément et qu'on n'arrive pas à enlever ou à éloigner. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas avec la pierre violette. On va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous, et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis c'est une guidance générale. Donc vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, ou encore sur Facebook et Instagram, et vous avez toutes les infos en barre de description. Mhm. Ok. Moi, j'ai deux personnes qui ne se comprennent plus, là. Euh, J'ai quand même l'impression que pour la majorité, on parle d'un couple. Euh, Bon, après, non, ça peut être aussi un début de relation. Pour moi, j'ai vraiment deux personnes qui n'arrivent pas à se comprendre. Parce que vous êtes tous les deux un petit peu dans vos peurs. Et ça cause de la souffrance en plus, hein. Il y a un refus, j'ai l'impression qu'il y a un refus de communiquer, et qu'il y a beaucoup d'interprétations. Et en fait, on est dans un cycle un petit peu d'interprétation négative parce qu'elles sont orientées par les peurs qui vous causent à tous les deux de la souffrance. Et, euh, et c'est dommage. C'est dommage. Euh, Typiquement, on peut être, si vous êtes en flirt ou en crush, on peut être sur une espèce un petit peu de fuis-moi, je te suis quelque part.
La personne, c'est comme si je voyais une espèce de cercle vicieux qui s'alimente. Par exemple, cette personne, mettons, elle a peur de l'engagement. Elle va avoir l'impression que quand vous faites des pas vers lui ou vers elle, vous voulez l'emprisonner. Je grossis, hein. Donc cette personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va essayer de mettre de la distance. Sauf que vous, mettons, vous avez une peur de l'abandon. Et à chaque fois que cette personne, elle met de la distance, bah, qu'est-ce que vous faites? Vous allez le ou la chercher. Vous faites un pas de plus dans la relation. Et le pas que vous faites, bah, qu'est-ce que ça fait? Ça le ou la fait fuir encore plus. Vous voyez, j'ai un truc un peu comme ça. Alors, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein. Ça peut être une autre dynamique où le point est différent, mais ce que j'ai, c'est vraiment cette... on parle pas. On parle pas de nos peurs, on parle pas de nos interprétations. On a tendance à penser à la place de l'autre et on souffre. On souffre parce qu'en plus, j'ai l'impression que quand vous communiquez, vous ne vous comprenez pas. C'est-à-dire que les rares fois où, mettons, vous prenez sur vous et que vous essayez d'expliquer votre point de vue, que ça vous fait peur, que ça vous fait du mal, que ça vous rend triste, c'est comme si la personne, soit elle ne comprend pas, soit elle interprète à travers le prisme de ses propres peurs. Si je reprends l'exemple de cette personne qui a peur de l'engagement et vous qui avez peur de l'abandon, vous allez dire par exemple, oui, j'ai besoin d'un petit peu plus de communication parce que quand tu disparais, ça me fait peur, je me sens pas en sécurité, ce qui est bien exprimé, il n'y a pas de souci. Cette personne, ce qu'elle va comprendre, c'est j'ai besoin que tu m'écrives, c'est un peu un ordre, j'ai besoin que tu me rendes des comptes, j'ai besoin que tu t'investisses plus, j'ai besoin que tu me donnes plus. Et dans son interprétation, c'est ok, ça y est, il y a des contraintes, on me réclame des choses, et si on réclame des choses, on touche à ma liberté, donc je me sens emprisonnée, donc je vais dans ma peur de l'engagement. Et donc du coup, on ne répond pas à vos demandes ou à vos explications, et limite, comme on va comprendre ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire l'inverse. On va se dire, oula, on m'en demande trop, qu'est-ce que je fais? Et je vais encore moins donner de nouvelles. Et j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à casser ce cycle. Vous n'arrivez pas à casser ce cercle. Et c'est compliqué. C'est compliqué. Et ça peut être aussi sur la jalousie, j'entends. Par exemple, vous avez peur que cette personne soit infidèle, mettons, ou qu'il ou elle flirte avec d'autres personnes. Et cette personne, elle se dit, ok, là, on va me prendre la tête, je vais éviter le conflit, donc qu'est-ce que je vais faire? Si on pense, mettons, on va dire que c'est un homme. Si on pense que je suis infidèle et que cette personne, elle est jalouse, quand je vais parler à ma copine Caroline, que je connais depuis 15 ans, où il n'y a rien entre nous et qui est mariée, je vais me planquer. Parce que j'ai pas envie de lui donner du grain à moudre, j'ai pas envie de lui donner des arguments, j'ai pas envie de créer un conflit, j'ai pas envie qu'elle me dise « Oh là là, tu discutes encore avec une fille, j'avais raison. » Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va se planquer. Mais en se planquant, en écrivant des messages un peu cachés, en allant, je sais pas, aux chiottes pendant 20 minutes pour faire pipi, le temps d'écrire à Caroline, vous, ça encourage vos peurs parce que vous vous dites « non, mais il cache vraiment des trucs. » Donc c'est que j'ai raison. Et vous voyez, pour moi, c'est un ensemble de choses comme ça où il y a des mauvaises interprétations et en plus des anticipations où quand vous pensez comprendre la peur de l'autre, vous prenez des décisions qui font l'effet inverse, qui limite aggravent la situation. Et donc forcément, on est sur deux personnes, et peu importe à quel stade vous en êtes de la relation, qui sont en souffrance, qui sont pas épanouies, qui se sentent pas bien, parce qu'on n'arrive plus à se comprendre, et vous êtes tous les deux un peu en mode survie, en hypervigilance, en fatigue, en stress, c'est pas fou. Ok, alors... Ouais, bon. J'ai l'impression que ça touche quand même à la liberté chez la personne à qui vous pensez. Vous voyez, je le sens... Je ne vais pas dire que je le sens mal respecté, mais un peu. Alors, l'image est vraiment pas terrible, mais j'ai l'impression que c'est comme si on avait forcé la personne à s'allonger. Bon, imaginons, elle risque rien, mais elle est dans une armure qui l'empêche de bouger, elle est obligée de subir. Et pour moi, la personne à qui vous pensez, elle se sent comme ça dans la relation actuellement. J'ai l'impression de ne pas pouvoir bouger. J'ai l'impression que
mes contraintes sont lourdes, qu'elles me clouent un peu au sol, au lit. J'ai l'impression que moi, je rêve d'aller dehors, moi, je rêve d'aller par la fenêtre, et pourtant, je suis immobilisée. Je suis contraint ou contrainte de ne pas bouger, de me retenir, de garder une constance, une rigidité. Vous voyez, j'ai des trucs comme ça. On sent le poids de la rigidité. C'est bizarre à expliquer comme ressenti, mais ouais, comme, je sais pas, imaginez que vous portez une armure. C'est vraiment ce que je ressens. On ne peut pas bouger, vous voyez, c'est laborieux, c'est compliqué, c'est lourd, c'est pesant, ça limite nos mouvements, c'est frustrant. Et la personne, actuellement, c'est comme ça qu'elle se sent dans votre relation. C'est pas un reproche, ça ne veut pas dire que vous êtes un tyran, attention. Cette personne vit les choses comme ça selon son interprétation de votre discours, de vos attentes. Mais, comme je vous le disais, moi j'ai l'impression que il ou elle est à côté de la plaque. Hein, cette personne, elle comprend malheureusement ce qu'elle a envie de comprendre, dans le sens où c'est influencé par ses peurs. Et on est beaucoup plus à même de croire les choses qui nous font peur, ou les choses, entre guillemets, qui nous font plaisir, que les choses pragmatiques. Hein. Surtout ce dont on a peur. On a une telle... je sais pas comment dire, telle anxiété par rapport je sais pas, au danger, à la fatalité, que on va être... parfois, on va manquer de lucidité, on va interpréter le pire scénario possible juste parce que on essaie de se protéger. Et là, ben ouais, la personne à qui vous pensez, elle a l'impression un peu de marcher sur des œufs, d'être engoncée, enfermée dans quelque chose. Ça peut être le lien, ça peut être la relation, ça peut être des contraintes, quelles qu'elles soient. Et encore une fois, c'est dommage parce que pour moi, c'est vraiment sa vision des choses. Hein. Ouais, là, j'ai vraiment... j'entends l'herbe est toujours plus verte chez les autres. Hein. On est sur une personne qui est très binaire, qui est très extrême. C'est-à-dire que vraiment, c'est moi, je suis là, je suis bloquée, alors que ce dont je rêve, c'est de me balader tout nu sous les étoiles, quoi. Alors que en réalité, j'ai l'impression qu'on fantasme ce qu'on ne peut pas faire, parce qu'on a décidé qu'on ne pouvait pas le faire. Enfin, parce qu'on croit qu'on ne peut pas le faire. En gros, imaginons, cette personne, elle se dit... il y a ce truc de, vous savez, quand on est privé de quelque chose, alors ça devient un peu une obsession. Alors que si ça se trouve, voilà, bon, typiquement, si je vous dis de pas penser à la couleur orange, bah, de vous dire je dois pas y penser, vous allez y penser. Ou si je vous dis, ok, ben à partir de maintenant, vous n'avez pas le droit de boire pendant 1 heure, c'est pas la fin du monde, mais vous allez penser qu'à ça. Bah là, c'est un petit peu ça. Comme on se dit, ok, on attend de moi, je sais pas, peut-être que je sorte moins, que je sois moins à parler avec des hommes ou des femmes, que je fasse ci ou fasse ça, que j'écrive plus. Eh ben, on est en train de fantasmer le truc s'il n'y avait pas cette interdiction. Par exemple, si on a compris que vous ne vouliez pas qu'on sorte avec nos amis parce que vous aimez pas ça. Qu'on a compris, hein. C'est-à-dire qu'il y a très peu de chances que vous ayez fait la demande. Ça se trouve, vous avez juste exprimé « j'aimerais bien qu'on passe un peu plus de temps ensemble parce que en ratio, tu fais 8 soirées avec tes amis pour 1 soirée avec moi ». Et dans ce cas-là, bah, on parle pas de la même chose, on parle juste de temps ensemble, mais cette personne a compris « ok, il ou elle veut plus que je vois mes amis ». Et c'est fort probable parce qu'on est vraiment dans ce genre d'interprétation. Et bien là, on est en train de se dire « ouais, mais moi, les amis, c'est toute ma vie, on avait prévu un barbecue, on avait prévu ci, on avait prévu ça. » Alors que si ça se trouve, les 5 ou 6 soirées sur 8, personne, elle se fait un peu chier, hein. Il n'y a rien de transcendant et il ou elle pourrait ne pas y aller, mais c'est le fait de lui interdire où ça y est, ça devient génial et ça devient vital. Donc, il y a un vrai problème de perception là. Mais parce qu'on est dans les peurs. Voilà, on a du mal à trouver l'équilibre entre ce que l'on pense vivre, encore une fois, hein, qui est très extrême, c'est-à-dire cette rigidité, ces contraintes, et ce que l'on souhaite vivre, qui est complètement fantasmé. Et on n'arrive pas.
on ne sait pas gérer, on n'arrive pas à trouver l'équilibre, on va avoir tendance à vouloir être dans les extrêmes. C'est tout l'un ou tout l'autre. Et comme on n'est pas capable de faire tout la prison, parce que c'est un peu comme ça qu'on nous voit, eh ben on part en mode full, on fait ce qu'on veut. Il n'y a pas de demi-mesure, il y a vraiment de l'excès chez cette personne. C'est dommage parce qu'en soi, on aimerait que ça s'arrange, on a envie que ça se passe bien, on veut passer à autre chose, dans le sens trouver une relation, quelle qu'elle soit, qui soit plus satisfaisante pour tous les deux. Mais c'est comme si on avait décidé ou quelque part que c'était pas possible de trouver cet équilibre. Qu'il y en a forcément un, à un moment, qui va devoir lâcher l'affaire. Et ce sera pas nous. Et c'est vrai que ça représente un petit peu le début que j'avais, c'est que pour moi, vous êtes beaucoup plus dans j'essaie d'arrondir les angles, vous donnez plus. Vous êtes plus dans j'essaie de prendre sur moi, j'essaie de faire au mieux, même si vous, ça vous coûte énormément au niveau du chagrin, au niveau de la souffrance, etc. Vous essayez de compenser, de pallier. Vous êtes déjà dans un peu le sacrifice et le j'essaie d'arranger les choses, alors que cette personne, elle est vraiment, ça passe ou ça casse. Il n'y aura pas de compromis quelque part. C'est soit on s'adapte à moi, soit rien. Moi, je ne m'adapterai pas. C'est tout l'un ou tout l'autre. Donc c'est un peu compliqué, un peu inégal. Ouais. Parce que là, on est dans l'instinct de survie. Hein. J'ai l'impression que la personne, elle associe... Encore une fois, ça touche énormément à la liberté. Peu importe de quoi on parle, hein, que ce soit la jalousie, la peur de l'engagement, ça touche à la liberté. Et cette personne, elle a l'impression que si elle lâche, ne serait-ce qu'un tout petit peu, si elle commence à faire des compromis, parce que elle se sent déjà figée, emmurée, bloquée. Si elle fait des compromis, elle a l'impression, c'est drastique, hein, mais de creuser sa propre tombe, en fait. Donc, elle se dit, il faut que je sois intransigeant ou intransigeante. Il faut pas qu'il y ait de négociation. Il faut que je sois entendue. Et ça peut être une personne qui peut être assez dure, du coup. Et qui fait que, vous, c'est compliqué à gérer. Parce que typiquement, ça peut être une personne qui... en plus, qui est injuste, je pense. Si, mettons, c'est la jalousie, le point clé, ça peut être une personne où vous lui dites, écoute, t'as liké des photos sur Insta de nana, moi j'ai pas confiance. Et la personne qui vous dit, ouais, je fais ce que je veux, en fait. Ça veut pas dire que je te trompe, et puis fais-moi confiance, et puis débrouille-toi. Et à côté de ça, ça peut être une personne, par exemple, qui va être hyper jalouse avec vous. Il y a un truc comme ça, où on est injuste, parce que... Et je cherche pas d'excuses, hein. Attention, j'explique le fonctionnement. Il y a des comportements qu'il faut pas, entre guillemets, laisser passer, même si on comprend le fonctionnement, hein, il faut arriver à désamorcer. C'est que cette personne, du coup, elle peut être... ouais, elle peut être très... pas violente, mais méchante, quoi, dans le rejet. Elle peut être très dure, elle peut être très sèche quand il s'agit de ses libertés. Elle peut monter en pression très vite pour pas grand-chose aussi, et se montrer très... dès que ça touche à sa liberté, c'est limite on vous envoie bouler, quoi. C'est comme ça et c'est pas autrement. Et on peut prendre les demandes d'effort comme quelque chose de violent, comme une agression. Alors que c'est pas le cas. Hein. Il y a cette exagération permanente au niveau des ressentis où vous marchez sur des œufs avec cette personne. Hein. Si vous avez le malheur de faire une petite blague qui touche le sujet précis, la personne elle peut monter sur ses grands chevaux. Hein. Et c'est un peu... ça doit être très compliqué pour vous. Parce que vous êtes sur une espèce de bombe à retardement qui peut péter à n'importe quel moment si ça va pas dans son sens, parce qu'on est en mode survie, hein. Attention. Alors ça n'excuse rien s'il y a des comportements qui sont violents, même physiquement, surtout physiquement, mais même verbalement. Faut vous protéger, hein. Il faut mettre des distances.
Mais c'est parce que moi, j'ai l'impression de canaliser un... Alors, c'est dans sa tête, hein, mais un animal qui se sent acculé, qui se sent en danger. Donc forcément, il y a cette réaction instinctive de j'attaque pour me défendre. Je serai le premier à mordre, et parce que c'est pas moi qui me ferai bouffer. Vous voyez, il y a ce truc comme ça, très survie. Hein. Mm. En fait, c'est comme si la personne, ouais, elle veut pas réellement changer ou se lancer dans la relation. Elle est bien telle qu'elle est aujourd'hui. Et ça, j'ai l'impression qu'on a du mal à vous le dire. Parce que quand on va vous l'exprimer, par exemple, j'ai du mal à changer, j'ai machin, on va toujours le faire de manière défensive, donc dans l'attaque, et le message ne passe pas. Oui, il y a tout pour que ça fonctionne. Et la personne se prend clairement trop la tête et elle est en train d'inventer des fantômes qui n'existent pas. Pour autant, vous ne pouvez pas réellement lui montrer ça. Vous ne pourrez pas lui faire entendre raison. Il faut qu'il ou elle se rende compte par lui-même que la réaction elle est excessive. Et ça va être compliqué. En dehors de ça, quand on ne se sent pas acculé, oppressé, obligé de faire quoi que ce soit, bah, on est dans des énergies beaucoup plus légères, hein, ça peut fonctionner, ça matche bien, tout se passe bien entre nous. Mais il y a ce point-là où on n'arrive pas à trouver l'équilibre. Donc, quand tout est rose, mais par contre, c'est quelqu'un où, ouais, dans la relation, le moindre nuage qui passe, c'est l'orage. Hein. Il y a pas de juste milieu. Donc, réellement, on va dire, les pensées secrètes, c'est « je tiens à toi et ça pourrait fonctionner, mais je suis terrorisée ». Et tant que je suis terrorisée, je suis désolée, hein, mais ça va être compliqué pour toi. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas avec la pierre blanche. On va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous, et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, ou encore sur Facebook et Instagram, et vous avez toutes les infos en barre de description. Ok. Alors. C'est un peu... Alors, pourquoi je bug? Parce que j'arrive pas à savoir si c'est une relation avec une personne que vous connaissez depuis un moment ou si c'est nouveau. En fait, j'ai deux trucs qui se mélangent et deux énergies qui se mélangent. Ça peut être un mélange des deux. Pour moi, là, on peut faire référence à un parent narcissique ou à une personne narcissique dans un contexte sentimental ou amical. Ça peut être un combo des deux. Ça peut être vous avez eu un parent narcissique et là, il y a quelque chose qui cloche. Vous voyez? Soit, ça peut être un ex aussi, hein. Un ex ou une ex avec qui vous êtes encore en contact, mettons parce qu'il y a des enfants. Soit, en tout cas, c'est une personne où vous avez subi du narcissisme pendant longtemps et qui,
potentiellement fait encore partie de votre vie. Alors, fait partie de votre vie, ça veut pas forcément dire que vous êtes en contact régulier, mais si c'est un parent, par exemple, même si vous leur parlez plus, quelque part, il y a quand même un semblant de lien, vous voyez? Ne serait-ce que dans la matière. Si c'est, un ex ou une ex, pour moi, il y a quand même un lien. Ça peut être de l'immobilier, ça peut être des enfants, ça peut être, quelque chose comme ça. Soit et c'est pas incompatible avec les premiers, vous avez peut-être vécu ça, soit c'est une personne qui vient d'entrer dans votre vie et vous le sentez pas. Vous le sentez clairement pas. Et il y a tous les red flags qui s'allument. Ouais. Je saurais pas dire parce que genre, dans ma tête, je sais pas comment vous expliquer, ça se superpose et ça je sais pas, ça s'assimile, en même temps ça se détache, enfin, c'est compliqué. Ça peut être un mélange des 2. Vous me direz dans les commentaires, est-ce que là, c'est un de vos parents ou frères et sœurs, hein, c'est possible aussi, heu, grands-parents potentiellement ou ex, mais du coup, où ça a duré un petit moment? Ou est-ce que c'est une nouvelle relation et red flag? Toujours est-il que le point commun, en tout cas, c'est que cette personne, bon, elle est narcissique, là-dessus, il y a pas de débat, heu, mais vous avez subi longtemps ou alors vous avez commencé un peu à subir, si vous venez de rencontrer cette personne et aujourd'hui, vous êtes en train de vous libérer un petit peu de l'emprise. De l'emprise psychologique, hein, pas de l'emprise dans la matière. Parce que l'emprise dans la matière, vous vous êtes peut-être libéré il y a longtemps, si c'est votre famille, mais il y a encore ce truc où c'est compliqué, hein, de sortir d'une emprise et pourquoi le danger? C'est que vous êtes en train de mettre un pied dehors et vous avez peur d'y retourner. Vous avez peur que cette personne, voilà, par emprise, elle reprenne de l'ascendant, vous fasse, du gaslighting, j'en sais rien, vous culpabilise et cetera et la personne à qui vous pensez, enfin, du moins, je pense pas que vous pensiez à cette personne, mais la personne, à qui fait référence cette guidance, elle, il y a le danger parce qu'elle sent qu'elle a moins d'emprise sur vous. Donc c'est comme si on était à un moment clé, à un moment crucial. Quelque part, c'est qui va gagner? Est-ce que vous arrivez à vous libérer ou est-ce que vous y retournez? Vous voyez? Pour une raison quelconque, hein. Y retourner, encore une fois, c'est pas forcément dans la matière, hein, de ce que je comprends. Ça peut être juste vous interdire certaines choses, vous interdire de vivre parce que, hem exemple à la con, imaginons que vous avez des parents narcissiques qui vous ont toujours dit que, à vous infantiliser, que par exemple, vous n'êtes pas assez, responsable pour prendre un animal de compagnie et là vous êtes à l'aube justement, vous avez trouvé, je sais pas dans une famille d'accueil ou à la SPA, un petit chaton trop mignon et vous vous dites: «Waouh, j'ai le coup de cœur, j'ai envie de le prendre». Et dans ce cas-là, ça se trouve, vous n'êtes pas en contact avec ces personnes, mais vous avez cette petite voix dans votre tête qui vous dit: «Bah non, je suis pas responsable, ils vont me dire quoi quand je vais devoir leur en parler à Noël pour les repas de famille? Ils vont me prendre la tête» et du coup, c'est en train de de tourner dans votre tête et ça peut être juste ça l'emprise, hein, d'avoir ce conditionnement où vous vous interdisez, vous allez vous dire: «Ouais, bah, non, parce que j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai pas envie de devoir expliquer, j'ai pas envie qu'on me culpabilise, j'ai pas envie qu'on m'humilie, j'ai pas envie de». Vous voyez? Et ça peut être juste et pour autant, bah, ça se trouve les parents, vous les voyez une fois par an à Noël, par exemple. Donc quoi qu'il arrive, vous êtes à un espèce de moment de déclic où vous essayez de faire des choses, vous essayez de vous libérer de, je sais pas, l'approbation, la validation, le jugement de cette personne, qu'elle soit présente, au quotidien ou pas dans votre vie, mais il y a des petits restes qui vous turlupinent, OK? Et cette personne, soit elle est consciente du processus et elle vous sent, partir et elle aime pas ça. Soit pour certains d'entre vous, juste en fait, c'est bon, bah voilà, on parle d'aide parce que c'est lié à vous, mais elle est pas spécialement au courant de ce que vous faites, par exemple, hein. Je sais pas, c'est un peu bizarre comment je canalise le truc, là. Alors, on va aller voir.
C'est pas pour rien que j'avais le mot infantilisation, hein. Je le ressens très très fort dans ce 3 de coupe. On a cette image de vous qui, je sais, n'est pas associée au 3 de coupe, mais je m'en fous, c'est comme ça que je le canalise. Insouciance. Voilà, vous savez pas ce que vous faites, vous pensez un peu qu'au bon moment, vous pensez pas aux responsabilités, vous pensez pas à demain, vous pensez pas aux conséquences de vos actes, vous n'êtes pas capable de prendre des décisions réfléchies. Je suis désolée, hein, j'aime pas les guidances comme ça, j'ai l'impression de vous en mettre plein la tronche, mais c'est pas moi qui pense ça, hein. Voilà, moi je vous aime bien. Et ouais, on vous trouve pas capable de faire les bons choix. Et alors attention, hein, spoiler, je vais vous déculpabiliser. Quoi que vous fassiez, dans la tête de cette personne, ce ne sera pas le bon choix. C'est-à-dire que si vous devez choisir entre blanc et noir, et que vous choisissez noir, on va vous dire, bah non, t'es nul, fallait choisir blanc. Si vous choisissez blanc, on va vous dire, bah non, t'es nul, il faut choisir noir. Juste parce que ça fait partie du caractère, du processus de cette personne que de vous contredire, que de montrer que il ou elle est meilleur que vous, que il ou elle sait mieux que vous, et que vous êtes incompétent sans cette personne. C'est comme ça que ça s'exprime un narcissique, hein. Alors, je vais refaire le petit disclaimer. Narcissique, c'est pas une personne qui se regarde dans le miroir, qui se trouve beau ou belle ou machin. Un ou une narcissique, c'est une personne qui s'est construite, généralement suite à un traumatisme, de façon à ce que il ou elle soit le centre absolu de son univers. Et, soit dit comme ça, on devrait tous être le centre de notre propre vie, mais chez les narcissiques, il y a un manque total d'empathie, de compassion, c'est-à-dire que ils ou elles sont le centre de leur vie, jusque-là ça va, mais ils doivent être le centre de la vie des autres. Et c'est là où c'est plus compliqué, parce que vous n'existez que pour nourrir cette image-là, que pour nourrir leur univers et donc les nourrir eux. Et les narcissiques, c'est des personnes qui sont très bien en apparence, de loin, hein, quand on les connaît pas, très sympas, très charmants, mais qui ont tendance à, quand vous faites partie de leur cercle proche, à rabaisser pour exister. Et là, on est là-dedans. Parce qu'il y a un lien de proximité, quel qu'il soit, même si vous êtes au début d'une relation, dans une phase de séduction, vous pouvez peut-être commencer à avoir ce genre de réflexion. Bah moi, toujours le désaccord. Non, t'as pas pris la bonne solution, t'aurais dû me demander, ce genre de truc. Et là, c'est ça, c'est qu'on vous voit pas, non plus comme des benets, hein, ou comme des idiots, mais comme des gens qui réfléchissent pas trop, qui vont faire un peu well again beast to fly, quoi, hop, et qui manquent, bien sûr, de leurs conseils, hein. Et voilà. Bon, je suis désolée, hein, vous êtes un peu benés dans leur tête. Vous êtes attirés par ce qui brille. Vous voyez pas que là, il y a des nuages et que potentiellement, vous êtes en train de rêver. On a l'impression que doit y avoir des parents dans le tas, parce que c'est cette volonté de vous infantiliser. Ou peut-être une différence d'âge. Si on est dans un cadre romantique, c'est peut-être une personne qui est plus âgée que vous. Parce que il y a vraiment cette espèce de volonté de limite vous apprendre la vie, quoi. Ouais, vous n'êtes pas bon à grand-chose, heureusement qu'on est là. Et c'est marrant parce que autant on pense... Alors attention, quand je dis qu'on pense que vous êtes béné, c'est pas dans le sens où vous êtes idiot, c'est une manière de se valoriser. C'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément con à bouffer du foin, hein, vous n'êtes pas en train de vous baver dessus, mais vous avez besoin de nous pour vous aider à faire les bons choix, parce que nous, on est exceptionnels, quelque part. Donc, vous avez besoin de nous pour qu'on vous guide, pour qu'on vous apprenne, pour qu'on vous montre. Vous voyez, c'est plus dans cette énergie-là. Encore une fois, c'est vous rabaisser, mais pour mieux briller. Le but n'est pas de vous rabaisser pour vous rabaisser et de penser réellement que vous êtes idiot. C'est que dans notre tête, si vous avez besoin de nous, ça nous fait briller. Donc, on va vous attribuer de... Voilà, vous avez besoin de notre aide, donc vous êtes un petit peu, je ne vais pas dire limité, mais
Voilà, vous êtes insouciant ou insouciante, vous êtes naïf ou naïve, on va mettre des nuances, on va pas dire que vous êtes bête non plus. Mais voilà. Et heureusement qu'on est là pour vous ouvrir les yeux, hein, quelque part. Et ce qui est marrant, c'est que on va penser que vous êtes naïf ou naïf parce que ça nous permet de briller, mais pour autant, quand vous faites preuve, et là on revient dans les énergies du début, de cette espèce de peut-être de red flag qui s'affiche chez vous, il y a une partie de vous qui dit non, je suis pas d'accord avec ça, eh ben on n'aime pas. Parce que bon, on n'a pas l'inconscience, on n'a pas conscience de vous manipuler, donc on va pas se dire oh là là, il ou elle s'en va de mon emprise, parce qu'on n'a pas conscience de mettre une emprise. Si on a conscience, c'est pervers, narcissique, c'est encore différent. Et il y en a peut-être dans le tas, hein, mais pas pour tout le monde. Mais quand vous vous rebellez ou quand vous n'êtes pas d'accord, en fait, on n'aime pas votre capacité à penser par vous-même. Et donc là, on risque de dire que vous êtes encore plus idiot que ce qu'on croyait, parce que de toute façon, vous n'écoutez pas et que nous, on sait mieux que vous. Voilà. Bon, c'est pas une personne très saine de qui on parle, hein, pas saine pour vous en tout cas. Voilà, encore, c'est vraiment infantilisation, mais alors plus. Hein. La reine de denier, c'est on doit tout gérer pour vous, parce que vous n'êtes pas capable de le faire. Et je sais que ça peut paraître comme de la manipulation. Et encore une fois, pour certains d'entre vous, on parle de pervers narcissique. ok ? Et oui, il y a une volonté de manipuler votre entourage, de vous isoler, de gérer toutes vos affaires pour vous rendre dépendant. Ok, ça reste une minorité. Pour les autres, on va parler juste de narcissiques. Les narcissiques, ils sont très toxiques, mais ils sont pas malveillants. C'est-à-dire que leur but n'est pas de vous faire du mal. Leur but, c'est eux de briller. Et pour briller, ils vous font du mal et ils n'ont pas de compassion par rapport à ça. Mais on ne prend pas de plaisir, on ne vous fait pas souffrir pour vous faire souffrir. D'accord ? On vous fait souffrir pour briller. Bon, c'est différent et la nuance est subtile parce que la réalité, c'est que vous souffrez, mais c'est pas la même intention. Et là, il y a cette volonté, encore une fois, d'avoir le visuel surtout, de tout gérer, de faire mieux que vous, pour se donner de l'importance, parce que on a envie de croire et on a envie de créer un monde où vous ne pouvez rien faire sans nous, où vous êtes dépendant de nous. Parce que si vous êtes dépendant de nous, alors si on parle d'un pervers narcissique, bon bah là c'est jackpot. Et si on parle d'un narcissique, si vous êtes dépendant de nous, vous existez pour nous, puisque vous n'avez pas le choix. Et donc nous on brille encore plus et on est au centre du monde et c'est encore mieux. Donc je vous dirais que si cette personne elle a encore du pouvoir dans votre vie, quel qu'il soit, au niveau des décisions, au niveau, si c'est juste mental, bon bah malheureusement c'est à vous de casser ces schémas-là, de vous dire que cette personne, il ne faut pas qu'elle régente votre vie, que son approbation, vous n'en avez rien à faire. Et c'est un travail qui est très très long. Pour sortir de griffes de narcissique, c'est très très long. Si on est sur une personne qui est dans votre quotidien, vous laissez pas cette personne prendre de la place. Hein, parce que c'est ce qu'il ou elle cherche à, encore une fois, vous rendre dépendant ou dépendante de lui ou d'elle, que ce soit au niveau des conseils ou au niveau matériel. Et après, pour s'en sortir, c'est compliqué. Encore plus si on est dans le pervers narcissique. Attention. Ouais. On voit que le négatif. On n'est pas capable de vous valoriser. On n'est pas capable de... Vous voyez, c'est... Bon, là, j'ai l'impression qu'on lit... C'est pas vraiment les pensées... Enfin, c'est les pensées secrètes dans le sens où c'est les mécanismes de cette personne. Mais c'est pas de la pensée active de « je pense que il ou elle est comme ci, comme ça ». Enfin, si, à part que vous êtes un enfant et que vous avez besoin de nous. Mais là, vous voyez, c'est plus un fonctionnement que je ressens. C'est que quoi qu'il arrive, quoi que vous fassiez, on ne retiendra que le négatif. Parce que le positif vous fait briller vous, et on veut pas que vous brillez. Parce que si vous brillez, vous risquez de prendre plus de place que nous, de prendre plus de lumière que nous, et ça c'est intolérable, c'est insupportable pour un narcissique. Donc, si demain vous faites un marathon, que vous finissez premier, que à côté de ça vous remportez le championnat du monde d'échecs, et que pas de chance, vous allez en course et il y a quelqu'un qui a éraflé la portière de votre bagnole avec on ne sait pas quoi,
ou c'est même pas de votre faute, et que vous racontez les 3 événements à cette personne, ah bah alors le marathon et les échecs, on s'en fout. Par contre, que vous ayez rayé la bagnole, ouh là là, vous allez entendre parler. Ah bah on peut rien vous laisser, on peut pas vous faire confiance. Franchement, qui êtes-vous pour... voilà, on vous laissera plus la voiture. Et il y a vraiment ce truc-là, c'est que le meilleur moyen de sortir de l'emprise d'un narcissique, c'est de se dire que quoi que vous fassiez, malheureusement, en fait, ce n'est pas votre valeur qui est la cause ou la clé. Quoi que vous fassiez, ce ne sera jamais assez bien. Ce sera toujours négatif. Ce sera toujours sous condition aussi. L'amour, le retour, le don, ce sera toujours sous condition. Et plutôt vous en prenez conscience, plutôt vous en libérez. Parce que essayer d'aller chercher l'approbation d'une personne comme ça, c'est vous à l'échec. Et pour certains d'entre vous, j'ai ça là que je reçois parce que ça se superposait au début, vous êtes peut-être au début d'une relation avec un ou une narcissique parce que l'un de vos parents l'était. Parce qu'il y a des études qui ont été faites qui montrent que on peut parfois chercher dans son partenaire ce qu'on n'a pas eu dans l'enfance. Par exemple, typiquement, si vous êtes avec un parent narcissique, donc qui ne vous donne pas d'amour, de considération, de valorisation et que vous en souffrez, quel est l'amour, la personne la plus importante pour vous, de qui vous voudriez recevoir cet amour, quelque part, ça va être ce parent-là, parce qu'il ne vous l'a jamais donné. Et donc, adulte, vous pouvez inconsciemment reproduire ce schéma en allant chercher des personnes qui ressemblent à ce parent dont vous n'avez pas obtenu l'amour pour vous venger, pour faire justice quelque part. Et ça peut vous entraîner dans des répétitions de schémas avec des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a un peu du chantage de manière générale. Si tu m'écoutes pas, c'est que t'as pas besoin de moi, je vais partir. Je t'aiderai plus. Sauf qu'on a créé une dépendance. Donc si on est en début de relation, il peut y avoir du chantage comme ça, peut-être à la séparation, ou alors, ouais, mais si je t'aide plus, tu vas faire comment sans moi? Parce que, ok, t'as pas besoin de moi, et moi je t'aiderai plus jamais. Et puis le prochain coup, tu sais quoi, si t'as un accident, machin, tu te débrouilleras vu que tu veux pas que je t'aide. Il y a un truc comme ça très extrême. On prend très très mal, de toute façon. Ouais. Sachez que c'est une personne qui veut une relation stable avec vous, quelle qu'elle soit. Que ce soit un ex, une ex, un parent, un frère, une soeur, un grand-parent, un flirt. Sauf que sachez que sa conception de la stabilité n'est absolument pas la même que la vôtre. D'accord? Sa conception de la stabilité, c'est vous mettre en cage et avoir l'ascendant sur vous. Et on essaie de se diriger vers ça. On essaie de se diriger vers quelque chose qui nous convient et pas forcément quelque chose qui vous convient à vous. Donc, moi, j'ai l'impression que vous avez déjà un début de déclic, où vous essayez de sortir de tout ça, donc vous êtes sur la bonne voie et j'espère que ça vous confirmera. Mais voilà, ne laissez pas cette personne créer cette dépendance, qu'elle soit matérielle, financière, même sociale ou affective, parce que pour s'en sortir après, c'est très compliqué. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.